sommes mercredi 29 octobre 2014. Vous suivez Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans les titres de ce soir, un cargo contenant des ambulances et de nombreux matériels arrivés cet après-midi à Conakry. C'est un don de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de l'Union européenne et de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour la lutte contre Ebola. Initialement prévu du 20 juin au 30 septembre en Guinée, la semaine mondiale de réflexion de la campagne internationale de l'éducation a été célébrée en différé à travers une rencontre d'échange avec les personnes handicapées. Enfin, un procès qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une affaire de mariage précoce. Le parquet a requis des peines allant de 12 mois à 11 ans. Les échos dont cette édition. Pour commencer, les partenaires intensifient leur rapport pour la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Cet après-midi, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'Union européenne et l'Organisation ouest-africaine de la santé ont fait venir un cargo contenant des ambulances et de nombreux autres matériels pour lutter contre Ebola, comme rendu signé à Giratova. Ce sont 14 ambulances, des intrants nutritionnels, 2 millions de gants et 24 réservoirs d'eau que ce cargo est venu livrer ce mercredi à l'aéroport de Conakry. D'une valeur de plus de 4 milliards de francs guinéens, cette synergie d'action de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'UNICEF et de l'Organisation ouest-africaine de la santé vise à appuyer la Guinée dans sa lutte contre le virus Ebola. Chacun contribue à sa manière. Aujourd'hui, c'est un exemple, dans la logistique. Il faut assurer le transport et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec ce lot d'équipements et de matériaux pour la lutte contre Ebola. Pour la Banque mondiale, ce geste représente un progrès très important dans la lutte contre Ebola parce que pour faire face à ce virus, il faut avoir les équipements et les voitures qui viennent vont faire partir de la riposte et nous sommes très fiers d'avoir appuyé ça avec un don de 25 millions de dollars au gouvernement de la Guinée et aussi de travailler avec les autres partenaires de l'ONU. Ce matériel qui va servir à Conakry à l'intérieur du pays réjouit à plus d'un titre les autorités. Et désormais, nous pouvons dire facilement que aucune préfecture ne restera sans une ambulance qui pouvait être utilisée pour aller chercher les malades et répondre aux appels des citoyens. Ces moyens qui sont mis à disposition, nous leur rassurons qu'ils seront utilisés à bon escient pour l'intérêt exclusif de la population. On n'a pas d'intérêt à l'acheminer ailleurs. C'est venu dans le cadre de cette poste et il sera utilisé dans ce cadre-là. Outre la Guinée, cette aide humanitaire sera aussi apportée au Libéria et en Sierra Leone. À présent, la lutte contre Ebola à l'intérieur du pays, le ministre des Travaux publics était récemment dans la préfecture de Sigiri. Objectif, sensibiliser les populations sur les règles hygiéniques en vue de lutter contre l'épidémie qui a fait son apparition dans cette préfecture. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Gibril Mara Mfali Gilavoki. La guerre contre Ebola s'intensifie à Sigiri avec une seule arme. La campagne d'information et de sensibilisation sur cette fièvre hémorragique. L'initiative est pilotée par le ministre des Travaux publics. Le respect des règles hygiéniques, l'acceptation des agents de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières sont entre autres les messages véhiculés par Mohamed Traoré. Les dispositions sont prises au niveau de la gare routière. Toute personne qui débarque à Sigiri doit être contrôlée. Et ça, nous allons dans ce sens. C'est un engagement des autorités préfectorales et communales, c'est un engagement de tous les chefs de quartier, c'est un engagement de tous les responsables, c'est un engagement de toutes les populations. Et je me réjouis aussi de la satisfaction de ces populations et de ces autorités vis-à-vis des dispositions prises par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le virus a fait son apparition à Sigiri, mais il n'y a pas de péril en la demeure, selon les dernières statistiques communiquées par le préfet. Depuis le 12 juillet 2014, le nombre de cas suspects s'élève à 35. Nombre de cas confirmés, alors au 23-10-2014, est de 11 personnes. Et nombre de cas malades guéris, 7 personnes.
Nombre de décédés, 2 personnes. Et nombre de cas en traitement, 2 personnes. Au centre de prise en charge de Guékédou, alors ça c'est 2 personnes. Les messages du ministre des Travaux publics semblent tomber dans de bonnes oreilles. Nous respectons les consignes d'hygiène données par les agents spécialisés en la matière. Aujourd'hui, Sigiri, quand même, tout va bien. Les consignes sont respectées partout où il y a les regroupements. Des kits sanitaires ont été offerts aux populations. Après le centre-ville de Sigiri, le ministre des TP s'est rendu à Niandankoro. Objectif, impliquer les populations villageoises dans la lutte contre Ebola. Tenu ce mercredi d'un point de presse par l'ONG Femmes Leaders pour la formation et l'emploi des femmes. Objectif, faire comprendre à l'opinion nationale et internationale son engagement à soutenir les enfants orphelins victimes d'Ebola à Nénoum Baldé. Depuis 2012, l'ONG Femmes Leaders pour la formation et l'emploi des femmes, FELFEDEF, est sur pied pour soutenir les enfants orphelins de Guinée. Avec l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola, elle vient au secours des orphelins dont les parents sont victimes d'Ebola. C'est une manière de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que notre ONG existe bel et bien. Parce que d'autres pensent réellement que nous faisons aussi partie des ONG qui sont créées par la circonstance. Parce que cela se fait actuellement. On parle d'Ebola, oui. D'autres même disent que Ebola business, voilà. Ebola business parce que chacun maintenant est en train de créer des associations, des ONG afin de mettre main sur le fonds que l'État a ici pour la lutte contre Ebola. Nous, pour notre organisation, ce n'est pas le cas. J'aimerais lancer l'appel aux autorités guinéennes, aux opinions nationales et internationales réellement de venir au secours, d'être sensibles aux douleurs que ces enfants ressentent au jour d'aujourd'hui. Parce que ces enfants sont actuellement stigmatisés. Ibrahim Siaka Kamara, fils d'un médecin mort d'Ebola, a bénéficié du soutien de FELFEDEF. Il remercie l'ONG. Au début, là où il a rendu l'âme, les gens s'éloignaient de nous, même dans les mosquées s'éloignaient de nous, les imams, un peu de tout, qui cherchent que réellement l'ONG FELFEDEF existe bel et bien, qui sont là venir au secours aux enfants orphelins d'Ebola. Dans les jours à venir, l'ONG FELFEDEF compte organiser des journées de sensibilisation en vue de venir en aide aux enfants orphelins dont les parents sont victimes d'Ebola. L'actualité sur un même plan, les actions citoyennes se multiplient dans la lutte contre Ebola. L'association des anciens étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan a fait ce mercredi un don de kits sanitaires et de matériel de protection à cette université, un geste salué par la coordination nationale de riposte à Ebola. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à la maison commune des journalistes. Manian Kondé nous en dit plus. Pour marquer son adhésion à la lutte contre Ebola, l'association des anciens étudiants de l'université de Kankan, ASOC en abrégé, choisit comme cible les milieux scolaires et universitaires. Au cours d'une conférence de presse, ils ont offert 50 bonbonnes, 50 seaux, des supports ainsi que de l'eau de javel à l'université Julius Nyerere de Kankan. Un don pour accompagner les autorités guinéennes dans la riposte contre Ebola. Si aujourd'hui le pays est confronté à une difficulté de ce genre, chaque citoyen, chaque Guinéen doit montrer sa volonté d'aider le gouvernement dans toutes les actions qu'il est en train d'entreprendre afin de bouter cette maladie en dehors de la Guinée. Parce que chacun de nous sait que cette maladie est venue perturber l'élan économique que le pays venait de prendre. Donc, notre motivation est liée à cela. Ce geste de l'association des anciens étudiants de l'université de Kankan est salué par la coordination nationale de riposte à Ebola. Je pense que c'est un geste citoyen qu'il faut saluer. Ça aide quelque part la coordination nationale de riposte à Ebola dans sa démarche de venir en aide aux différentes couches sociales du pays. Et cette assistance, cette aide de l'ASOC, autrement dit l'association des anciens étudiants de l'université de Kankan, vient à point nommé. Chacun peut un peu, il suffit seulement de s'y mettre. Il ne faut pas toujours essayer de tendre la main, il faut aussi mettre sa main dans la poche pour venir en aide à la société.
Dans les prochains jours, ce don sera acheminé vers Kankan pour être remis à l'université Julius Nyerere. Autre registre de l'actualité éducation et handicap, c'est sous ce thème que la semaine mondiale de réflexion de la campagne internationale de l'éducation est observée cette année. C'était du 20 juin au 30 septembre 2014. Objectif, rappeler les dirigeants et partenaires des engagements pris à Dakar en 2005. Engagement relatif à une éducation inclusive et de qualité pour un monde meilleur. En Guinée, la semaine a été célébrée en différé par la coalition nationale pour l'éducation pour tous à travers une rencontre d'échange avec les personnes handicapées comme promu Abdourahmane Abba. Aujourd'hui, ça n'a pas été du tout facile pour moi parce qu'une fois à l'école, en voyant mes amis se déplacer, moi je suis là, je n'arrive pas à me déplacer, ça me touchait vraiment. Mais avec le soutien des parents, des personnes de bonne foi, des amis, je me suis en sortie. Témoignage plein d'émotions des personnes victimes d'handicap à l'occasion de la Semaine mondiale d'action et de réflexion pour une éducation de qualité et inclusive dans le monde. Une semaine internationale pour rappeler la marginalisation dont les enfants victimes d'handicap font l'objet dans leur éducation. D'où d'ailleurs le thème choisi cette année, éducation et handicap. Une éducation inclusive, c'est quoi? C'est pour que l'enfant handicapé, l'enfant normal, la fille, le garçon, que tous soient dans la même salle de classe, qu'il n'y ait pas une salle de classe exclusivement pour les handicapés, une salle de classe exclusivement pour les enfants dits normaux. 93 000 enfants sont victimes d'handicap dans le monde et plus de la moitié de ce chiffre n'a pas accès à l'éducation. C'est donc face à l'ampleur du phénomène que ces journées de réflexion sont organisées pour interpeller les décideurs et les partenaires à militer pour l'éducation des enfants souffrant d'handicap. Le budget qui a été alloué à l'école pour 2015, c'est vraiment aléatoire. C'est tombé, on était déjà à 17-18%, maintenant c'est revenu à 12%. Donc il faut que nous prenions le bâton des pèlerins pour attirer leur attention pour que l'éducation soit vraiment un point fort d'engagement de l'État. Ce que nous devons faire, nous, obligataires de droit, et c'est là où l'UNICEF intervient, pour que les enfants handicapés soient dans les mêmes institutions que les enfants normaux. L'UNICEF se mobilise à l'intention de tous les enfants, y compris les enfants handicapés, à construire des écoles qui répondent aux normes d'une école de qualité. Ça veut dire que dans les plans, il faut prévoir des installations pour que les enfants handicapés aient accès à ces infrastructures. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous entend déposer un cahier de doléances dans les différents départements en charge de l'éducation notamment. Ce, disent-ils, pour engager ces autorités à instaurer une éducation inclusive et sans distinction à tous les enfants du pays. Toujours dans l'actualité nationale, ouverture ce mercredi à Conakry d'un atelier de formation au centre de perfectionnement administratif. La démarche vise à outiller les douaniers au droit des services publics en Guinée en vue d'améliorer leur intervention. Suivez. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans la dynamique de rendre plus performants les services publics de l'État. Axé sur le droit des services publics en Guinée, la formation concerne les cadres des douanes guinéennes. Elle devrait rehausser leur capacité opérationnelle sur le terrain. Cette formation va en droite ligne de la montée en efficience de nos administrations publiques. Et vous savez que le socle de l'économie nationale repose sur les recettes douanières et sur les recettes fiscales. Et donc, cet atelier de formation sera donc une des premières qui va élucider, propulser le douanier dans sa mission et dans ses activités quotidiennes. Cette formation est organisée par le Centre de perfectionnement administratif, un centre dont la vocation est d'assurer la formation continue des agents civils de l'État. Dans son intervention, le directeur général de cette institution est revenu sur les objectifs de la formation. Nous visions 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer les compétences, les comportements des douaniers pour une meilleure performance de la douane. Le deuxième objectif qu'on vise aussi, c'est dans la perspective
d'établir un partenariat entre le CPA, le Centre de perfectionnement administratif, qui a pour mission la formation des fonctionnaires guinéens, donc établir un partenariat bénéfique entre le CPA et la Direction générale de la douane. L'organisation d'une telle formation est un stimulant dans la bonne exécution des tâches des douanes qui constituent un véritable service stratégique dans la mobilisation des ressources de l'État. Nombreux sont les services, nombreux sont les cas dans les services publics qui ignorent leurs droits. Aujourd'hui, nous avons vu avec l'intervention du conférencier qu'il a quand même parlé de la typologie, disons, des services publics. Il a parlé de la manière dont les services publics doivent travailler. Il a parlé des activités principales des services publics et aussi il a parlé du cadre juridique même des services publics. À partir de là, au sortir, nous savons maintenant à quoi nous en tenir, mener à bien nos activités au niveau de la Direction générale des douanes. Cet atelier de perfectionnement des douaniers va s'élargir très prochainement à la police nationale. C'est un reportage signé Lansana Traoré. À présent, en visite de courtoisie en Guinée, le chargé d'affaires malaisien a rencontré ce mercredi le ministre du Commerce, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la relance de la feuille de route établie entre les deux pays au mois de juillet dernier à Kuala Lumpur. Aïssa Sakaba. C'est dans le but de booster le secteur économique qu'une équipe gouvernementale guinéenne s'est rendue en Malaisie au mois de juillet dernier. Une feuille de route a été établie entre les deux pays dans le domaine agricole, entre autres. Malheureusement, cette convention a coïncidé avec la crise sanitaire Ebola. Pour réaffirmer son engagement, le chargé d'affaires malaisien a rendu ce mercredi une visite de courtoisie au ministre guinéen du Commerce. La Guinée et la Malaisie entretiennent des relations très étroites depuis de très bonnes années. Donc, il a été question de discuter, disons, des opportunités économiques que les deux pays peuvent développer. Donc, j'espère que tout se passera bien. Une visite dans un pays comme ça, au début, c'est une prospection. Il faut aller faire la promotion des opportunités qui existent dans le pays et c'est des ententes qui ont été signées, pas des contrats fixés, mais des ententes, des mémorandums d'entente. Et donc l'exécution allait commencer par la visite de ces institutions en Guinée, de ces investisseurs, et après la réalisation avec des Guinéens en place. C'est en ce moment qu'on allait parler de contrat. La Guinée et la Malaisie, deux pays amis. C'est pourquoi la Malaisie apporte son soutien à la Guinée en cette période difficile. Mais ce qui est important, c'est qu'il a souligné le maintien de nos relations, le maintien de tout ce qui a été dit et aussi la compassion de la Malaisie envers la Guinée par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Tous les secteurs ministériels voient leurs revenus diminuer à cause de cette épidémie. Le ministre Yombuno espère que cette maladie sera bientôt rayée de la Guinée pour le bonheur de tous. L'actualité, en bref, signature lundi dernier d'un protocole d'entente entre le ministre conseiller à la présidence Idrissa Thiam et le PDG de la société américaine Peter Bitcher. L'ambassade des États-Unis félicite le gouvernement guinéen pour ce pas de plus vers le développement. L'accord prend en compte le déploiement des technologies renouvelables et l'hydromine en Guinée pour fournir de l'électricité durable et fiable aux populations. La direction de l'INSEFM a porté plainte contre le marché-chef Abdoulaye Diallo pour cause David Tchompin Bangoura, reporter à cette radio, a été giflé par ce gendarme au moment où il exerçait son métier de journaliste, un acte qui prouve combien de fois les journalistes sont pris pour cible. L'affaire est portée au tribunal de première instance de Kaloum où le procès est prévu le 5 novembre prochain. Idiato Diallo. David Chopin Bangoura, journaliste à Lynx-FM, a été bastonné le 4 septembre dernier par un gendarme devant le palais Serre-Touria alors qu'il couvrait la manifestation des clients de la Banque africaine de développement agricole et minier Badam. La direction de la radio Lynx-FM vient de porter l'affaire au tribunal de première instance de Kaloum. Le marché-chef Abdoulaye Diallo sera confronté aux journalistes le 5 novembre prochain au tribunal de première instance de Kaloum. En
En attendant ce feuilleton judiciaire, la partie civile était venue payer la caution. J'ai demandé au juge de ramener le montant de la caution proposée par le parquet à 2 millions à la somme de 500 000 francs guinéens. Alors, le président audiencier a rendu sa décision en fixant la caution à 1 million de francs guinéens. Je suis satisfait parce que je suis décidé à ce que justice soit rendue dans cette affaire. Le million proposé sera payé dans les heures à suivre. Et je vous promets, s'il plaît à Dieu, que la date fixée pour l'ouverture des débats, nous serons prêts. Les gendarmes, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il sera jugé, il sera condamné, et s'il est condamné à une peine d'emprisonnement, il purgera sa peine. Les journalistes sont venus nombreux soutenir leur confrère. David Chopin, galvanisé, ne décolère pas. Bon, écoutez, ce qui m'a poussé à porter plainte, c'est parce qu'on a remarqué qu'en Guinée, les hommes en tenue sont des hommes presque hors la loi. Ils font ce qu'ils veulent, donc c'est pour mettre fin à cela qu'on a essayé de porter plainte, parce que là, on ne peut pas, quand même, des hommes en tenue censés protéger la population, ne peuvent pas brutaliser ses citoyens, en général et en particulier les journalistes qui sont dans l'exercice de leur boulot. Vous ne pouvez pas venir travailler, et aussi ils étaient là pour le maintien d'ordre, mais après il fallait faire leur boulot, je n'avais pas d'armes ou quoi, et ce n'était pas des propos déplacés ni rien, donc je ne trouve pas normal qu'ils puissent me gifler. Cette violence à l'endroit du journaliste de Lynx FM est un exemple parmi tant d'autres. Il est récurrent que des hommes en uniforme violente sous le regard impuissant du Conseil national de la communication des journalistes dans l'exercice de leur métier. Une atteinte à la liberté d'expression et à la démocratie. Tenez-vous bien, obtenir le courant électrique à l'aide de matériel de récupération, c'est possible. Un jeune scientifique a percé ce mystère. Après des années d'expérimentation, elle a prouvé ce mercredi à la Maison commune des journalistes à Koléa, un citoyen qui vise haut pour satisfaire les besoins de ses concitoyens. Andrea Akolamo. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, peine toujours à satisfaire ses besoins en électricité. Ce mardi, un jeune chercheur originaire de la Moyenne-Guinée a attiré l'attention sur lui avec ses inventions. À l'aide de matériel de récupération et d'énergie renouvelable tels que l'hydraulique et le solaire, ce jeune a démontré que l'électricité peut être accessible partout et à moindre coût. Les différents prototypes, l'énergie éolienne qui utilise le BAM, l'énergie hydrique qui utilise l'eau, les aimants permanents, les énergies de champ magnétique qui utilisent les aimants permanents, et les pesanteurs qui utilisent des objets lourds. Né dans la préfecture de l'Elouma, plus précisément à Sagalé, où il a grandi, Mamadou Kolon Diallo envisage d'approfondir ses connaissances afin d'atteindre son but. De toutes les façons, moi, j'allais chercher à les développer pour qu'on puisse avoir le courant un peu partout en Guinée. Si je gagne de l'aide, ce sera plus facile. Dans le cas contraire, je ne me retire pas sur ce domaine. Non, je n'ai pas gagné d'abord l'aide sur ça, mais quand même, comme c'est le courant, je mets l'auto-formation. Je vends le courant et je continue mes recherches. Un projet innovateur sur lequel doivent se pencher les autorités afin de stopper les délestages continus et ainsi assurer le développement durable de la Guinée. Sur le continent, c'est un verdict très attendu en Côte d'Ivoire, celui du procès de cet homme jugé dans une affaire de mariage précoce. La peine pourrait être exemplaire. Le parquet a requis 12 mois de prison ferme pour celui qui a offert sa fillette et 11 ans à son cousin suivi. Pas vraiment rassurée, elle se cache sous son pupitre. Cette écolière est devenue malgré elle l'héroïne d'une lutte judiciaire. Son père est le premier Ivoirien jugé pour mariage précoce et forcé. À 11 ans, elle était destinée à son cousin de 27 ans. Une ONG locale alerte alors la police et la jeune fille est retrouvée le jour de la cérémonie. Arrêté, le père encourt une peine d'1 an de prison. Ce verdict aujourd'hui qui vient de notre compatriote réquisition de 12 mois, c'est comme un signal avertisseur. Le droit d'un côté, la tradition et la religion de l'autre. Deux mondes qui s'opposent dans ce procès, à l'image de l'oncle de la jeune fille qui continue à croire à la légitimité d'une telle union. C'est la religion musulmane qui recommande cela. La religion musulmane dit à ce que ça veut dire quand la femme, lorsqu'elle a ses premiers menstrues, elle peut se marier. Histoire d'une désespérante banalité pour certains. En Côte d'Ivoire, 12% des filles sont mariées avant leurs 15 ans
des chiffres certifiés par l'UNICEF. Martin Kouassi est membre de l'ONG Chakawili, celle-là même qui a prévenu les autorités. Lui indique avoir empêché 7 unions précoces cette année. Il n'est pas bien d'avoir des rapports sexuels hors mariage ou de contracter des grossesses hors mariage. Et la plupart du temps, les familles, pour ne pas entrer ou bien ne pas avoir leurs enfants, tomber enceintes. Donc avant le mariage, préfèrent marier les enfants plus tôt. En Côte d'Ivoire, 205 chefs communautaires ont été formés pour éviter cela, pour que cette coutume s'estompe progressivement. Avec l'aide de ses professeurs, la jeune élève de CM2 apprend désormais à ne plus se cacher du regard des autres. C'est un drame qui a fait la une en France depuis dimanche, une tragédie qui fragilise le gouvernement car on a appris que ce serait bien une grenade utilisée par les gendarmes qui a tué Rémi Fraisse. Le jeune homme a trouvé la mort alors qu'il participait à une manifestation contre un projet de barrage à Sivens. Pas une bavure se défend Paris, mais en tout cas une polémique qui ne cesse de monter. Reportage. C'était hier, au sortir des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, cette petite phrase de Noël Mamère, le député écologiste. Je trouve que là, nous sommes face à une affaire d'État, rien de moins, parce que Sivens n'est pas l'Irak, et je ne comprends pas que des forces de l'ordre républicaines aient utilisé des armes militaires. Affaire d'État, la responsabilité du gouvernement est-elle vraiment engagée ? La mort du militant écologiste Rémi Fraisse dans des affrontements avec les forces de l'ordre il y a 4 jours sur le site du projet du barrage de Sivens dans le Tarn a pris une nouvelle tournure hier après les premières analyses de l'enquête. La mise en œuvre d'un explosif militaire de type grenade offensive semble acquise au dossier. Le TNT figure en effet dans la composition des charges des grenades lacrymogènes ou offensives utilisées par les gendarmes. Que s'est-il vraiment passé? Comment a été tué Rémi Fraisse? Une chose est sûre, ces images amateurs tournées le jour du drame par les manifestants montrent une opposition violente avec les forces de l'ordre. De multiples détonations sont entendues. Le jeune homme aurait été tué sur le coup à cause de l'explosion d'une grenade offensive lancée par les gendarmes. Dans l'attente des conclusions de cette enquête, j'ai demandé à ce que l'on suspende l'utilisation de ces grenades offensives. L'enquête devra également déterminer si Rémi Fraisse avait dans son sac à dos un engin explosif. Dans le contexte actuel, le rôle de la gendarmerie est clairement pointé du doigt. Mais pour l'instant, rien n'affirme qu'il s'agisse d'une bavure tant que les résultats de l'enquête ne seront pas connus. Peu de 2 tonnes de vivres et de matériel, quelques 200 millions de dollars qui sont partis en fumée en une fraction de seconde dans le ciel des États-Unis. Antares a explosé au décollage en Virginie. La fusée devait ravitailler la station spatiale internationale. C'est le premier accident depuis que la NASA a confié ses lancements à une compagnie privée privée. Il est 18h20 hier soir sur la base de Wallops en Virginie. À peine quelques secondes après son lancement, la fusée Antares explose. Elle se transforme en une gigantesque boule de feu qui retombe avec fracas sur le pas de tir. Heureusement, aucun astronaute n'était à bord. Antares transportait Cygnus, une capsule avec plus de 2 tonnes de ravitaillement pour les scientifiques de la station orbitale ISS. Nous exprimons tous nos regrets de ne pas avoir rempli nos obligations dans ce programme international, et notamment pour le matériel qui manquera aux scientifiques. Mais ce n'est pas aussi tragique que si nous avions eu des pertes humaines. L'image filmée à quelques kilomètres montre l'ampleur de l'explosion et les très nombreux débris retombés sur le site, provoquant des dégâts importants. Outre le fret, la capsule transportait du matériel scientifique. Au total, 250 millions de dollars de pertes pour la NASA, dont le tir avait été confié à un sous-traitant privé, Orbital Science. Après cette perte, nous allons travailler avec des fournisseurs différents afin de revenir au programme établi pour la station spatiale. Mais la station et l'équipe sont en grande forme. Pas d'inquiétude pour le ravitaillement de la station orbitale, car il y a encore pour 6 mois de nourriture. La Russie a lancé ce matin une fusée depuis Baïkonour, transportant 1,8 tonne de fret et de livres pour l'équipage russe et américain.
C'est la fin de cette édition d'information. En plus du journal télévisé, vous pouvez désormais écouter la radio Évasion FM en continu sur le www.groupeevasienguinée.info. Bonsoir chez vous.